Alors, bonjour à tous. Merci à tous d'être venus si nombreux. Donc, pour cette deuxième séance de l'année 2019, nous avons le plaisir d'accueillir Gauthier Poupeau, qui se présentera peut-être un petit peu plus précisément ses missions au sein de l'Institut national de l'audiovisuel, dans lequel il occupe une place d'architecte des données. Donc il reviendra un peu sur les missions qu'il occupe depuis quelques années. Donc Gauthier Poupeau a un parcours déjà très riche à l'École nationale des chartes, mais également chez un éditeur de logiciels, pour revenir à l'Institut national de l'audiovisuel il y a, je pense, 4 ans déjà. Il est également extrêmement présent sur différents réseaux et tient notamment un blog, Les Petites Cases, dont je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà pu lire régulièrement ces différents billets de blog qui font quand même souvent parfois référence à certains domaines. Donc merci beaucoup Gauthier d'avoir accepté cette invitation. Au niveau du déroulement, ce sera toujours de la même manière, une bonne heure de présentation de la part de Gauthier. J'ai vu ces slides, elles sont très riches. Donc ça va être un sujet vraiment passionnant, et ensuite environ une trentaine de discussions avec la salle, avec des retours, des questions et des réponses. Encore merci Gauthier. Bonsoir à tous. Je te remercie pour l'invitation, et puis la personne qui avait lancé l'invitation n'est pas dans la salle, mais je pense à elle, Sabine. C'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir pour essayer de vous présenter ce beau projet qu'on mène à l'INA. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je crois qu'on pourrait durer plusieurs heures, n'est-ce pas, chers collègues, sur la question. Mais on va essayer de tenir en une grosseur cette présentation. Vous allez voir, mon objectif, c'est pas tant de vous dire, de vous présenter stricto sensu, voilà le modèle de données de l'INA, il fait ceci, il se présente comme ça, mais c'est plutôt de vous expliquer dans quel contexte on a réfléchi à ce nouveau modèle, comment on y a réfléchi, comment on en est arrivé là, pour que vous compreniez un petit peu le sens finalement de ce modèle et le sens des choix qu'on a pu faire, qui sont parfois des choix assez tranchés, mais qui s'expliquent par tout un tas de contextes. Alors je vais peut-être très rapidement me présenter parce que c'est pas le sujet du jour. Effectivement, ça fait presque 20 ans en fait que je travaille dans le monde de la gestion des données et de l'information. D'abord à l'École nationale des chartes, où j'ai mis en place le site web, les éditions électroniques au tout début des années 2000. Et puis ensuite dans le privé, où j'ai eu l'occasion systématiquement de travailler pour des grandes sociétés, soit de conseil, soit éditeurs logiciels, sur des projets relativement souvent en rapport avec le secteur public, puisque j'ai participé au projet SPAR à la BNF, j'ai participé au projet Isidore avec le CNRS, et puis j'ai aussi eu l'occasion de travailler pour le secteur privé, TF1, Canal+, le Moniteur, Nexis, etc. J'ai eu l'occasion de travailler pour ces gens-là dans le cadre d'un éditeur logiciel. Et puis effectivement, ça fait 4 ans que je suis revenu à l'INA pour justement travailler sur ce projet que je vais vous présenter ici. Alors je vais essayer d'abord de vous présenter le contexte du projet pour que vous compreniez bien dans quel contexte ça s'est positionné. Alors d'abord, les principales missions de l'INA, c'est vrai qu'on n'a pas forcément, au-delà du petit logo en haut à gauche ou en bas à droite des archives qu'on peut passer, qu'on peut voir à la télévision, on n'a pas forcément une image claire de ce qu'est cette maison. D'abord et avant tout, notre principale mission, c'est la conservation. Au titre du dépôt légal, on capte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 160 chaînes de radio et de télévision, ce qui représente, en gros pour l'instant, avant cette refonte, entre 50 et 60 millions de notices documentaires, qui s'augmentent largement d'1 million tous les ans. La deuxième mission, c'est la valorisation de cette collection. Alors j'ai mis 2 sites. Ah oui, je suis désolé, j'en ai oublié un, je vais le rappeler à l'oral.
l'INATech, à travers nos emprises au sein de la BNF, qui sont le lieu où on peut consulter le dépôt légal. Et puis on a 2 sites qui sont un site B2B, donc qui s'appelle Inamedia Pro, donc qui est le site par lequel les producteurs, les chaînes vont acheter les images que vous voyez à la télévision. Et puis un site B2C à destination de tous, grand public, qui est ina.fr et qui nous permet donc de valoriser librement, gratuitement, en gros 50 000 heures de vidéos sur un total de 1,8 million, presque 2 millions d'heures qu'on met à disposition à travers Inamedia Pro. Et puis la dernière mission de l'INA, c'est la formation à travers INASUP et INAExpert. INAExpert qui propose 450 offres de formation, de formation continue, de stages en formation continue autour des métiers de l'audiovisuel, mais aussi de la documentation. Et puis, on a aussi 14 diplômes universitaires qui vont du BTS au master. Donc, vous voyez, les missions de l'INA sont larges, puisque on va effectivement de la conservation, de la valorisation commerciale d'un certain nombre de parties au sein de cette collection, jusqu'à la formation. Alors, justement, les collections. Je ne vais pas vous faire une description exhaustive de nos collections, mais juste pour que vous ayez en tête quelques grands chiffres. L'INA, c'est 18 millions d'heures de programmes de radio et de télévision. Ces 18 millions se répartissent par, en gros, presque 16 millions d'heures du dépôt légal. Donc le dépôt légal de la radio et de la télévision, c'est depuis 1995. Et on capte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis 2000. Et puis on a 2 millions d'heures qu'on appelle les archives professionnelles, qui correspondent en fait aux 2 millions d'heures qu'on a le droit de vendre, c'est-à-dire sur lesquelles on a des droits, ou alors pour lesquels des producteurs nous ont donné des mandats pour pouvoir valoriser commercialement leurs archives. À l'intérieur de cette collection, vous allez retrouver évidemment les collections historiques de l'ORTF, puisque c'est ce qui a créé l'INA, mais vous allez aussi retrouver les productions récentes de France Télévisions, de Radio France, et puis d'un certain nombre de producteurs, la Fédération Française de Football, la Fédération Française de Tennis, Thierry Ardisson, même Artus Bertrand. Il y a un certain nombre de producteurs comme ça qui nous ont confié leurs images pour qu'on les valorise commercialement à travers Inamedia Pro essentiellement. Mais en fait, on ne s'arrête pas à la radio et à la télé. On a aussi une collection d'1 million de photos, essentiellement issues du fonds de l'ORTF, mais pas uniquement. Alors effectivement, on a un fonds absolument magnifique de photos des années 50 à fin des années 70, de toutes les émissions produites à la télé française. Et donc voilà, je l'avais promis, la fameuse photo de Brigitte Bardot sur sa Harley Davidson, mais il y en a d'autres, vous avez Alain Delon à côté. Et puis enfin, depuis le milieu des années 2000, on partage le dépôt légal du web avec la BNF, sachant que le périmètre de l'INA, c'est le périmètre du web média, c'est-à-dire de tout ce qui est site web, compte Twitter, compte sur YouTube, Dailymotion, lié à la télévision et à la radio. Donc ça fait quand même un volume énorme. Ce qui est intéressant, c'est que, comme tous les systèmes d'information, finalement, celui de l'INA, c'est créé par sédimentation. Un usage, une collection, un silo. Lorsque on a initié le travail et que l'INA s'est créé en 1975, il y a tout un travail qui a été fait et qui, évidemment, a été mis à jour au fur et à mesure autour de ce qu'on appelle donc les archives professionnelles, c'est-à-dire cette collection dont on a les droits, qui a son propre système d'information réparti sur différents logiciels, différentes bases. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Lorsque le dépôt légal s'est créé en 1995, le choix a été fait avant tout pour des raisons financières, de séparation budgétaire entre, d'un côté, le budget lié aux archives professionnelles, de l'autre côté, le budget et les équipes liées au dépôt légal. Le choix a été fait
d'avoir un autre système d'information pour gérer cette collection-là. Et d'avoir des choses qui étaient très étanches entre les deux. Évidemment, rapidement, on s'est aperçu que d'avoir une étanchéité entre ces deux collections et ces deux systèmes, c'était une perte de temps, voire d'argent. Et donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été faites pour essayer de rassembler ces deux collections. La première, c'est les logiciels qui sont disponibles justement à l'Inatech ou alors dans nos emprises en région ou dans les médiathèques, ce qu'on appelle le PCM, le poste de consultation multimédia, qui permet justement de vous donner accès à tout ou partie de notre collection, à la fois des archives et du dépôt légal. Et puis, depuis 2000, il y a un certain nombre de choses qu'on capte et qu'on documente du côté du dépôt légal. Et pour éviter de redocumenter du côté des archives, on prend les informations d'un côté et on les envoie de l'autre. En one shot, en une fois. Il n'y a pas de synchronisation particulière entre les deux, c'est-à-dire qu'ensuite, les professionnels qui travaillent sur l'autre système, s'ils font des modifications, elles ne sont pas renvoyées de l'autre côté. Et puis, depuis plus de 10 ans maintenant, une partie du système des archives professionnelles va alimenter donc nos deux sites, INA-Media Pro pour les professionnels et INA.fr pour le grand public. Vous voyez, ça fait déjà 4 silos différents et je ne vous parle même pas des autres silos qui tournent autour. On a évidemment un système d'information juridique qui nous permet de gérer les droits et en particulier les reversements une fois qu'on a vendu. Et puis on a un système d'information commerciale qui nous permet d'avoir la trace de ce qu'on a vendu, à quel moment, à qui et avec quel montant. Tout ça sont des silos étanches. Alors on n'est pas une particularité, hein. Tous les systèmes d'information aujourd'hui, dans toutes les organisations, en fait, vous avez ces systèmes-là, vous avez des silos les uns à côté des autres, et les directions informatiques ont répondu à des besoins par un silo étanche les uns à côté des autres, qui essayent, vaille que vaille, de communiquer les uns avec les autres. Alors, quelques constats par rapport à ça. Le premier constat, c'est que toutes nos données sont éparpillées. On a une hétérogénéité des systèmes de stockage, des bases Oracle, des moteurs de recherche de différentes générations, avec différents index qui se ressemblent, mais pas tout à fait, avec des systèmes de synchronisation à droite, à gauche. C'est assez compliqué à maintenir, et surtout, quand il y a un système qui est censé synchroniser un système à un autre qui casse, la responsabilité elle est sur le système source, sur le système cible. On ne sait pas très bien. Par contre, le professionnel qui rétablit les données, lui, il sait, c'est sa responsabilité à la fin et c'est lui qui va le faire à la main, n'est-ce pas? Et ça arrive régulièrement, évidemment. Ce qui est très compliqué, du coup, c'est qu'on n'a aucune maîtrise des données. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit faire un nouveau projet, c'est compliqué, parce que la donnée, elle est éparpillée entre différents systèmes. À force, on l'a redondée, cette donnée. Et c'est l'autre problème, en fait. L'autre problème, c'est que nos données, elles sont silotées. Elles ont été pensées par rapport à un usage. Si vous discutez avec nos professionnels, ils vont vous dire « Ah, ces données-là, elles sont dans Totem, c'est le nom du logiciel. » Ou elles sont dans DL, c'est le nom aussi qu'on donne au logiciel. Elles sont complètement prises à l'intérieur du logiciel. Et du coup, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il faut enlever ces données quelque part, les resynchroniser dans une autre base et recommencer à nouveau. Et puis l'autre problème, c'est qu'on redonde l'information. Exemple, lorsqu'il y a une notice qui est supprimée d'un côté et qu'elle a été redondée de l'autre, on s'envoie un mail. Puis des fois on oublie parce qu'on a d'autres choses à faire et c'est normal. Du coup, elle n'est pas supprimée dans l'autre système. Du coup, quand on fait les reversements et que ça a été redondé dans le système d'information juridique, si la donnée elle n'existe plus quelque part, on a un problème pour faire les reversements. Parce qu'on reverse sur quoi? Sur une donnée qui n'existe plus, sur une émission qu'on n'a plus à l'intérieur de nos systèmes. Donc ça nous pose pas mal de difficultés, évidemment, au quotidien. Et puis, une chose est claire, c'est qu'on a du mal à garantir une cohérence transverse entre ces données. Quand vous parlez avec les gens qui s'occupent du système d'information juridique, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est quand même, les données sur les producteurs, elles ne sont pas très propres. Parce que c'est ça qui les intéresse.
Quand vous allez parler avec les gens qui s'occupent d'INA.fr, ils vont vous dire « Oh, les résumés, c'est descriptif, ça va pas du tout, hein, ça attire pas le chaland sur INA.fr. » Oui, mais parce que le travail du documentaliste, ça a été de décrire ce qu'il voyait, pas pour INA.fr, parce que son travail, c'est de décrire. Or, cette cohérence globale, cette transversalité, eh bien, elle ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister parce que le système lui-même, il n'a pas été pensé comme ça. Le système d'information technique, et puis les données elles-mêmes, elles n'ont pas été pensées comme ça. Donc forcément, eh bien, on n'a pas cette cohérence et on ne peut pas l'avoir. Dernière chose, tout le monde nous dit oui, mais maintenant, il y a du big data, oui, mais maintenant, il y a des outils, oui, mais tu comprends, ça va te faciliter la vie de faire ceci. Oh oui, mais quand même, maintenant qu'on fait du big data, je ne comprends pas pourquoi vous ne réussissez pas à synchroniser les données. C'est tellement facile, il n'y a plus qu'à Faucon. Effectivement, c'est tout à fait simple. Il suffit de déployer un nouvel outil et magiquement, ça va résoudre le problème de vos données. Ça, c'est pas vrai. Mais en même temps, c'est pas vrai non plus de dire il faut surtout pas que je prenne en compte ces nouveaux outils. Mais il faut se donner les moyens de mettre en place ces nouveaux outils. Or, pour mettre en place ces nouveaux outils, et puis surtout, ne pas recommencer dans 10 ans à se dire « Ah, ça y est, mon système, il est de nouveau encrassé, je ne peux pas mettre des nouveaux outils. » Il faut gagner en souplesse à l'intérieur de votre système d'information. Sauf que la souplesse, c'est l'ennemi des DSI. Un DSI, son job, c'est faire en sorte que le système soit stable. Parce que c'est ce que vous demandez. Parce que s'il n'est pas stable, vous décrochez votre téléphone en disant « Mais allez, c'est pas stable !» C'est logique. Or, l'ennemi du DSI, c'est le changement. Donc forcément, lui, il ne va pas vouloir le changement. C'est normal, parce que vous lui réclamez de la stabilité. Donc vous lui réclamez une équation impossible. D'un côté, vous lui dites quand même, ça serait bien qu'on puisse tester tous ces nouveaux outils. Moi, je ne comprends pas, en fait. À côté, ils ont testé des super outils Big Data et ça marche. Pourquoi nous, on ne le fait pas? Et de l'autre côté, vous lui dites, oui, mais enfin, attention, hein, faut que mon système il fonctionne 24/24, 7/7, sans pépin. Hein, sinon, ça ne va pas non plus. Donc là, il faut réfléchir à comment on réinjecte en fait, de la souplesse à l'intérieur de notre système. Comment on réinjecte de la souplesse non seulement technique, mais aussi de la donnée elle-même. Si vous générez des données et que finalement elles sont impossibles à être utilisées avec vos données traditionnelles, mais en fait ça ne sert à rien, on n'a rien gagné. On a juste généré des nouvelles données, ça fait juste des nouveaux plats de spaghettis à l'intérieur de votre système d'information et ça ne change rien. Donc il faut reprendre tout le problème en entier. Alors justement, les objectifs du projet. Comment on a essayé de travailler? Vous l'avez compris, la première chose qu'on s'est dit, c'est évidemment, c'est de refondre ces deux systèmes d'information documentaire en un seul système d'information documentaire. Traditionnellement, si vous arrivez devant votre DSI et puis vous vous dites bah, maintenant je veux refondre mon système d'information documentaire, on va faire donc une analyse des processus, des usages, on va mettre en place un cahier des charges, on fait éventuellement un prototype et puis ensuite, ah, au fait, j'ai oublié, il fallait migrer les données. Et là, c'est la catastrophe parce que, évidemment, le logiciel que vous avez choisi, il n'est pas du tout compatible avec la structure et les données qu'il y avait avant. Bah oui, forcément, c'est logique. Vous avez pris un outil sur étagère parce qu'il fallait aller plus vite, vous avez acheté ça à un éditeur logiciel, et comme vous avez regardé les processus et pas les datas, forcément, il y avait un problème. Alors, il s'avère qu'à l'INA, à la fois sous l'impulsion du métier, mais aussi sous l'impulsion de la DSI, on a dit on va renverser la façon de voir les choses. On va reprendre la main sur nos données et après on construira l'outil. Mais d'abord on va s'occuper de nos datas. Heureusement qu'on a fait ça parce que, vous verrez, ça a pris un tout petit peu de temps s'occuper des données. Et pourquoi faire? La première chose, c'est maîtriser nos données. Reprendre la main sur nos données. Reprendre la main sur la cohérence de nos données. Et ça, c'était essentiel. Aujourd'hui, on a l'impression, peut-être fausse, mais au moins on a l'impression de savoir ce qu'on a à l'intérieur de nos données une fois qu'on a fait le tour et qu'on a remis d'équerre les choses. Ça a été le premier travail. Évidemment, tout ça, c'est on évite la redondance de données. On simplifie l'exploitation des données. Et on va assurer la mise en relation des données. Au niveau technique, alors ça vous intéresse peut-être un peu moins, mais au niveau technique, c'est simple. Moins j'ai de bases de données, plus c'est facile à exploiter. Moins j'ai de bases de données à droite, à gauche, etc., plus on a une maîtrise de ce qu'on a à l'intérieur des données. Alors,
En informatique, c'est Big Bang, Big Crunch, ce que disait mon manager, c'est décentralisation, recentralisation. Il s'avère il semblerait qu'en ce moment, on recentralise un peu les choses. Donc là, on est dans cette ère là où on essaye donc simplement de recentraliser les choses, et donc on est en train de mettre en place ce qu'on appelle un lac de données, qui va permettre de centraliser, d'un point de vue logique, l'ensemble des données de l'INA en une seule infrastructure. Au niveau métier et organisationnel, maîtriser les données de manière transverse et leur usage, en un point unique. Faire en sorte que lorsque le professionnel de l'information se connecte et regarde les métadonnées qui sont relatifs à un programme, il ait réellement toutes les informations sur ce programme. À la fois les informations juridiques, les informations commerciales, les informations documentaires, les informations matérielles et les informations d'usage. Qui les utilise, ces programmes? Comment? Est-ce qu'on l'a déjà vendu ou pas? Parce que c'est important qu'on puisse avoir une vision totale de l'ensemble de ces données. Évidemment, à partir du moment où vous avez la maîtrise de vos données, c'est tout de suite beaucoup plus facile de créer des nouveaux usages. C'est tout de suite, vous savez, quand on fait venir des gens du marketing ou même des gens qui pensent les usages, on vous dit « Alors, tu vois, moi j'ai une super idée, on va faire comme sur Netflix. » Non mais t'es au courant, en fait, on n'est pas Netflix, quoi. Donc d'abord, on va voir si les données elles sont là, si on les a pour faire comme dans Netflix. C'est pas simple. Donc c'est pas j'ai un usage ou une volonté marketing et après je m'adapte. C'est attends, mais t'as quoi dans tes données en fait pour pouvoir remplir l'usage que t'as en tête? Et ça, c'est essentiel de pouvoir travailler sur cette question-là, non seulement au niveau technique, moi je suis à la DSI, mais aussi au niveau métier, parce que du coup le métier a une connaissance précise de ce qu'il y a à l'intérieur de ces données. Un point essentiel aussi, c'est d'avoir une expertise transverse. Aujourd'hui, pour avoir une expertise sur les données de l'INA, il faut que je mette grosso modo une trentaine de personnes autour de la table. Et chacune des personnes va avoir une expertise sur son jeu de données. Ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse, ces 30 personnes, non pas avoir sa vision sur son propre jeu de données, mais demain, avoir une idée de ce qui se passe sur le jeu de données du voisin. Parce que forcément, tes données ont une répercussion sur les données de l'autre. Elles sont liées. Donc il y a une idée à avoir ensemble. Il y a un travail à faire ensemble. Il y a une cohérence, une gouvernance de données à mettre en place. Ça, c'est la partie la plus complexe qu'il y a. C'est la partie qui nous reste à faire. Ça, c'était les objectifs. Alors, comment on a fait? Techniquement, on a séparé les données des usages. D'habitude, quand on vous montre une macro-architecture de système d'information, vous avez des systèmes qui sont verticaux. Le système d'information X, le système d'information Y, le RP, alors je vais prendre les bibliothèques, le catalogue de bibliothèques, l'Omeka pour la numérisation, le système de découverte pour Science Direct, l'archive ouverte, que sais-je. Vous avez comme ça des silos les uns à côté des autres verticaux. Le choix qu'on a fait, c'est de renverser, non plus verticaux, mais horizontaux. On a une couche sur la data, on a une couche sur le métier et on a une couche d'interface. Et on essaye de rationaliser l'ensemble des couches. Alors on a fait des choix, forcément. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait travailler d'abord sur les données documentaires. Et au fur et à mesure, on rationalise. Une fois qu'on a séparé techniquement les données des usages, il faut aussi séparer fonctionnellement les données des usages. Il faut repenser les modèles de données, non pas par rapport à l'usage qu'on en a, mais par rapport à leur logique. Quoi qu'il arrive, on décrit des choses du monde réel. Dans le monde réel, ces choses ont une logique. C'est ça qu'il faut décrire à l'intérieur de nos systèmes. On n'est pas en train de modéliser la description, on est en train de modéliser les choses qui existent dans le monde réel. On ne modélise pas la notice, on modélise le programme télé. Et du coup, on reprend la main sur nos données. L'autre point important, essentiel, c'est assumer qu'à un moment donné, j'ai une manière de structurer l'information d'une manière X, et pour l'utiliser, cette data, je vais avoir une autre façon de l'organiser d'une manière Y. C'est le fait d'avoir en fait pas un modèle de données, mais X modèles de données qui correspondent tous, qui se raccrochent tous à un modèle qui est conceptuel, qui est logique et qui est au-dessus. Troisième ligne directrice, c'est intégrer les systèmes de fouille de texte. Non pas parce que c'est à la mode,
Non pas parce que ma direction me demande de le faire, mais parce que il faut qu'on pense la place et l'usage de ces outils. Vis-à-vis des professionnels avec lesquels je travaille, vis-à-vis des professionnels avec lesquels qui vont travailler avec ces outils, mais aussi vis-à-vis de nos usagers. L'objectif, c'est pas forcément de dire ces logiciels vont remplacer. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire ces logiciels vont nous apporter des choses en plus. Et pour qu'ils puissent nous apporter des choses en plus, il faut penser le lien entre les données traditionnelles qui vont toujours exister et puis les données générées par ces systèmes. Le choix qu'on a fait, parce que certains qui pourraient me suivre pourraient se dire « Ok, à ce moment-là, il va nous sortir le web sémantique ». Et en fait, non. Parce que si vous m'avez bien suivi, dans les derniers temps, j'ai dit « Bah non, ça ne marche pas ». Le choix qu'on a fait, c'est de dire et d'assumer le fait qu'en réalité, aujourd'hui, il n'existe pas une panacée en termes de stockage et de traitement de la donnée. Il n'y a aucune base qui résout tous vos problèmes. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Et par conséquent, on a fait le choix d'avoir pas toutes les bases. Donc on a une base de données relationnelle qui va permettre de gérer toute la problématique d'édition. On a une base de données dite documents qui nous permet de gérer la montée en charge, toutes ces données qu'on va générer automatiquement, parce qu'il y a beaucoup de volume. Donc ça ne sert à rien de les mettre dans une base qui ne gère pas le volume. On a un moteur de recherche, parce qu'aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens d'avoir un système d'information sans moteur de recherche. Et puis, oui, quand même, on a une base de données graph, parce que malgré tout, ce modèle, il est hyper intéressant. J'aurai certainement des questions peut-être sur ça. Il est très intéressant et qu'on pense que malgré tout, il y a des choses à faire avec ce modèle, même si ce n'est pas le modèle qui va nous permettre de créer la cohérence à l'intérieur de notre système d'information, comme on a pu le penser par le passé. Et si on n'a pas fait ce choix, c'est pour deux raisons principales. On va en mettre trois. Un, ces technologies ne tiennent pas la charge. Or, vous avez vu, j'ai un petit peu de données derrière. Deux, ces technologies ne sont pas connues des développeurs. Or, j'externalise tous les développements à l'INA. Si à chaque fois qu'il y a un développeur qui arrive à l'INA, je dois passer 2 mois pour le former, alors que la plupart du temps, il va partir au bout de 6 mois, je vais perdre énormément d'argent. Et 3, le modèle RDF pose un certain nombre de problèmes par rapport aux besoins qu'on avait d'expression et des choses qu'on avait à pouvoir exprimer. Si on avait juste les systèmes de stockage, ça ne suffirait pas. En fait, ce qu'on a pensé, c'est techniquement à la fois les systèmes de stockage, mais aussi les systèmes de traitement de données. Donc notre infrastructure, ce qu'on appelle le lac de données, c'est à la fois les systèmes de stockage et tout le mécanisme qui permet de traiter les données, de synchroniser les données entre les bases, de recevoir et de renvoyer les données en fonction des différents besoins des utilisateurs. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur cette partie-là parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps et ce n'est pas le sujet. Alors, maintenant que j'ai posé les bases, que je vous ai expliqué un petit peu comment on a réfléchi à la fois techniquement et puis aussi d'un point de vue stratégique, parce qu'en fait, vous voyez, cette nouvelle modélisation, elle prend appui dans une vision stratégique qui est beaucoup plus large. Passons aux données. La première chose qu'on a essayé de faire, c'est de dresser un panorama des différentes données qu'on avait à l'intérieur de notre système. Et surtout d'essayer de s'abstraire des logiciels dans lesquels ils étaient. Parce qu'en réalité, ces données, elles étaient séparées dans différents systèmes. Le cœur de notre système, c'est bien évidemment nos données documentaires et matérielles. Et on voit bien qu'autour de ces données gravitent d'autres types de données qu'il va falloir prendre en compte au fur et à mesure, et du coup qu'il va falloir prendre en compte à l'intérieur de notre modèle et à l'intérieur de notre système. Les données juridiques, avant tout, parce que c'est elles qui nous permettent de déterminer le droit d'usage de nos données, puis qui permet aussi de gérer les reversements, qui est important en tant que mandant pour les producteurs avec lesquels on travaille. Les données éditoriales, j'ai pas de... Ah si, j'ai une petite souris. Voilà, les données éditoriales, ici,
qui sont toutes les données qui sont gérées et générées par nos équipes éditoriales d'INA.fr et d'INA Media Pro, et qui pour l'instant sont dans un système totalement séparé. C'est-à-dire que du coup, les professionnels de l'information qui travaillent à la documentation et à l'ajout de métadonnées sur nos programmes ne voient pas par ailleurs le travail éditorial qui est fait par les équipes d'INA.fr. Ou alors il faut qu'ils aillent se connecter sur INA.fr, donc sur un autre système. Les données commerciales... Alors, je vais essayer de retrouver ma souris. Les données commerciales, donc toutes les données qui vont nous permettre de savoir quel type d'extrait on vend, à quel moment, à quel type de personnes, etc. J'ai oublié évidemment les données de référence. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous avez sorti les données de référence des données documentaires? Parce que justement, les données de référence, c'est ce qui me permet de faire du lien entre les différents ensembles de données. En fait, quand vous allez voir le modèle, vous ne verrez peut-être pas, mais le cœur de notre modèle, ce n'est pas le programme télé, c'est le concept. C'est le référentiel. C'est lui qui est au cœur du système, en fait. Donc il a une importance considérable, le référentiel, parce que c'est lui qui crée le lien entre les différents ensembles de données. Ensuite, on va retrouver les données générées automatiquement, les données d'actualité, parce qu'on a tout un projet qui vise à mettre en relation automatiquement les actualités avec notre fonds. Les données issues des projets de recherche, puisque l'INA a une équipe de recherche en son sein qui génère de la donnée. Jusqu'à maintenant, ces données, elles étaient dans les équipes de recherche et puis on n'en faisait pas grand-chose. Donc là, l'idée, c'est de rapatrier ces données, d'essayer d'en faire quelque chose, de les intégrer à l'intérieur de notre système. Même si ce n'est pas évident, parce que forcément, ces données de recherche, elles sont sur une petite partie du fonds. Elles ne concernent jamais l'ensemble du fonds. Et puis, enfin, et c'est essentiel, les données d'usage pour savoir qui, comment, à quel moment on a utilisé notre programme. Non pas pour fliquer nos utilisateurs, mais plutôt pour comprendre comment utiliser notre fonds pour ensuite mieux piloter le travail qui sont faits sur notre fonds. Alors les problèmes auxquels il fallait qu'on fasse face sont de plusieurs ordres. Le premier problème, c'est qu'on a une hétérogénéité à l'intérieur de notre collection. On a des images animées ou du son. Ça peut être des programmes télé, mais ça peut aussi être des rushs, la captation. On a en particulier un très beau mandat avec l'opéra, et du coup on récupère systématiquement les captations de l'opéra. La Comédie Française aussi, je crois. Ça va être totalement hétérogène. On a du journal télé, on a du jeu, on a du magazine, on a du reportage, on a de la fiction, on a à peu près tout ce que vous pouvez imaginer passer à la télé sur les 160 chaînes de télé. Et puis on a différents niveaux de granularité. Vous avez des programmes. Et puis on fait aussi tout un travail autour des sujets, puisqu'on dépouille tous les JT, un JT par jour et par chaîne, au titre du dépôt légal. Donc on a tous les sujets qui sont au sein des JT. Donc on a des problèmes de granularité à gérer. On a des images fixes, des photos et des captures d'écran. Et puis on a toute la documentation écrite, j'en ai pas parlé jusqu'à présent. Les livres sur la télévision, pour compléter évidemment notre collection et la recontextualiser. Tout ce qui va être programme de télé. Et puis tout ce qui est documentation produite par la chaîne. Alors ça c'est obligatoire au titre du dépôt légal. Les chaînes doivent nous verser toute la documentation qu'ils ont produite pour constituer leur diffusion. Et puis on a aussi des archives, ça c'est important, on a des archives d'émissions ou de grands noms de la télé qui nous arrivent par don en particulier. On a un don qui est arrivé l'an dernier qui est l'ensemble des archives de Jean-Christophe Averty, donc qui est un grand réalisateur de la télé française et donc qui est au sein de l'INA. On a le web, avec des comptes Twitter, des hashtags Twitter, des comptes Dailymotion, des sites web. Et puis, ce travail, cette hétérogénéité, vous le trouvez aussi sur les supports. Des cassettes, des Betacam, des films, des VHS, des LTO. Enfin bon, j'en oublie parce que je ne suis pas spécialisé sur le support, mais on m'en fait découvrir à peu près un par semaine, donc tout va bien. Et puis, pareil sur le numérique.
On a commencé à numériser il y a plus de 20 ans. Et puis on capte aussi plus de 20 ans, donc on a différents formats, différentes façons de voir les choses. Tout ça, il faut le gérer. L'autre grande difficulté, et ça c'est une difficulté qui est due justement à la manière de penser la modélisation dans nos systèmes d'information documentaire, c'est que la manière même de voir nos descriptions n'était pas la même. D'un côté, on avait les archives professionnelles, comme je vous l'ai dit, et pour eux, l'objectif, c'est de constituer une banque de programmes. Pour eux, la notice, du côté des archives professionnelles, c'est le programme. Ce qu'il nous raconte, ce qu'il nous dit, ce qu'il a à voir. Du côté du dépôt légal, en 1995, il a été décidé que pour chaque diffusion, on avait une notice. Quand vous mettez les deux en regard et puis tout d'un coup on vous dit « Tu sais quoi, il faut que tu fusionnes les deux ». Oui, mais attendez, en fait, ils ne causent pas de la même chose des deux côtés. On fait comment en fait pour résoudre le problème? D'autant plus qu'il y a des choses qui sont passées d'un côté. Par exemple, ici, le Maigret qui est produit par France Télévisions, coproduit par France Télévisions, il est repassé aux archives. Par contre, le Maigret qui est produit par la BBC avec Rowan Atkinson, celui-là, il reste au dépôt légal. Il faut pouvoir gérer cette dichotomie entre les deux. Le fait que, peut-être qu'il y a eu des modifications dans les informations, mais qu'il faut quand on va fusionner, c'est pas l'un des deux qui a raison. Les deux ont raison. Il faut garder du coup le résumé qui est fait par les archives, le résumé qui est fait par le dépôt légal, et surtout garder la traçabilité de tout ça. L'autre grand problème, et là aussi c'est un problème de traçabilité, qu'on voit à l'intérieur de nos fonds, c'est que depuis le début des années 2000, on a importé énormément de données pour réussir à monter en charge à l'intérieur de notre système. Donc on importe beaucoup de données de l'extérieur. Ah oui, du coup, j'ai pas les nouvelles slides. On importe beaucoup de données de l'extérieur qu'on achète ou qu'on récupère auprès de nos partenaires. Là aussi, ça nous pose des gros problèmes de traçabilité. Alors du coup, il a fallu qu'on se donne des lignes directrices dans notre nouveau modèle. La première ligne directrice, c'était la souplesse. On met en place un nouveau modèle, on investit. Si dans 2 ans, il faut qu'on casse tout le nouveau modèle parce que tu comprends, on a oublié le cas de figure X ou Y, ça ne marche pas. En même temps, on sait pertinemment qu'on a oublié le cas de figure X ou Y. C'est normal, c'est humain, c'est logique. Donc il faut qu'on fasse en sorte que ce modèle soit suffisamment souple pour permettre une évolution. Une cohérence de données. Quand on fusionne des données, il faut que ça soit cohérent, il faut qu'on retrouve nos petits. Parce que tout d'un coup, sinon les professionnels ils vont avoir du mal à travailler. Point essentiel. Trop souvent négligé à l'intérieur de nos modèles, la provenance de nos données. La provenance parce que derrière c'est la confiance. La provenance parce qu'aujourd'hui, quand on me demande de faire de l'open data avec les données de l'INA, eh ben, je ne peux pas en faire parce que je ne sais pas d'où viennent nos données. Parce que je sais pertinemment que certaines de mes données ont été achetées à l'extérieur et du coup, je ne peux pas les remettre en open data, il y a des droits dessus. Et du coup, bah là, j'ai un problème. Donc, il faut que je gère la provenance. Et puis, j'ai un autre problème sur la provenance. Comme je vous le disais, j'ai des données qui vont fusionner entre mes archives et le dépôt légal. Oui, mais les données qui viennent du dépôt légal, les gens d'INA Media Pro, ils n'en ont peut-être pas besoin, et inversement. Donc là, il faut que je puisse tracer. Et puis, l'interopérabilité. Le plateau de Brie est quelque chose d'assez particulier, où visiblement, nous vivons en microcosme depuis un certain temps. Et puis là, on s'est dit quand même, c'est l'occasion. Sortons un peu des sentiers battus, ouvrons-nous, et allons voir si nos camarades n'ont pas fait des choses intéressantes. L'argument étant tout le temps, d'habitude, oui, mais on est les seuls à faire ça, alors forcément, on fait différemment des autres. Alors vous allez voir que finalement, ce n'était pas totalement bête, qu'on était les seuls à faire ça. Comment on a fait? On s'est mis autour d'une table. Alors j'ai mis 4 personnes du métier, maintenant on est 7, je crois, autour de la table. Une personne de la DSI, et on s'est réunis 1 à 2 fois par an, et on se réunit toujours 1 à 2 fois par semaine, pardon, pas par an, par semaine, excuse-moi. Tu vois, c'est parce que j'ai vu ta tête, je me suis dit, ça y est, ça correspond pas à ce que tu fais toutes les semaines, hein, c'est ça? Ton jeudi matin, et tu t'es bien là avec moi. Par semaine, toutes les semaines, depuis 4 ans. D'abord pour mettre en place le modèle de données, pendant 1 an,
Et ensuite, depuis, pour mettre en place la migration, depuis 3 ans. On en a encore pour 1 an de migration. Et puis on a fait des schémas, et des schémas, et des schémas. Des patates qu'on a pris en photo. Et on a recommencé, encore. On a pris un bout de notre collection, on a regardé si ça marchait. Et puis on a repris un bout de notre collection, on a regardé si ça marchait. Alors comment on a fait? Évidemment, on n'est pas parti de zéro. On s'est dit, il y a des choses qui existent. On va repartir de ce qui existe. Alors on a été voir les modèles qui existaient. D'abord le CIDOC CRM. Sauf que le CIDOC CRM, c'est un modèle conceptuel. Ce n'est pas un modèle d'implémentation. C'est un modèle qui vous permet de vous inspirer, qui vous sert de cadre de réflexion. On l'a pris comme ça. On a repris les choses qui nous intéressaient à l'intérieur de ce CIDOC CRM. On en a laissé beaucoup d'autres à côté. Puis, est-ce qu'on a besoin d'autant de complexité? Après, on a regardé du côté de la famille des FRBR. Alors là, il y en a beaucoup. Il y a FRBR, ok, FRBRO. On s'est dit, on va faire le pont avec le CIDOC CRM. On a EN 15907, qui est un modèle qui a été mis au point par les cinémathèques pour justement documenter les films, inspirés des FRBR. Et puis on a BibFrame aussi, des Américains. On aimait bien BibFrame, parce que ça nous intéressait, c'était intéressant. Et puis la question qu'on s'est posée, c'est, mais bon Dieu, dans un programme télé, qu'est-ce que l'expression et la manifestation? Et puis ensuite, on s'est dit, non mais en fait, c'est quoi l'œuvre? Parce que, en fait, quand tu fais un director's cut, est-ce que c'est une autre œuvre ou est-ce que c'est la même œuvre? Non, mais en fait, c'est une autre œuvre. Ok, d'accord, alors ça, c'est une autre œuvre. Mais alors, pourquoi on aurait 2 œuvres différentes? Alors, on s'est creusé la tête, on a essayé de chercher, on a trouvé des cas. On a trouvé un cas tordu de Les Aventures de Tintin qui ont été diffusées en 2 épisodes, puis qui ont été diffusées en 4 épisodes, puis qui ont été diffusées en 7 épisodes, etc. Mais après, comment on refait pour remettre tout ça en parallèle? Et puis, l'autre question, c'est le coût. Juste le coût. Qu'est-ce qu'on dit à nos professionnels quand il doit créer une œuvre? À quel moment il doit recréer une œuvre? Comment il doit rattacher en fait quelque chose qui arrive chez lui à une œuvre existante? Qu'est-ce que ça représente comme coût par rapport à ce que ça nous rapporte en termes d'usage? Vous avez compris, hein? On n'a pas parti sur ce genre de modèle. Alors comment on a fait? On avait tous ces modèles en tête, bien sûr. Vous allez voir sur la terminologie, ça se sent. Mais la première chose qu'on a fait, c'est de séparer le contenu, le programme, ce qu'il nous raconte. Alors oui, c'est un espèce de mélange entre l'œuvre, l'expression, la manifestation, mais pas vraiment, pas totalement. C'est un petit peu l'entité du CIDOC CRM, l'objet conceptuel, pas totalement, mais c'est à peu près ça. Et on a séparé de l'événement. Chez nous, c'est la dichotomie principale. À partir du moment où on avait fait cette séparation, et sur laquelle tout le monde était d'accord de dire, d'un côté j'ai un programme, et de l'autre côté j'ai ce programme qui est diffusé, donc vous avez des informations qui sont relatives à cette diffusion, et des informations qui sont relatives au programme lui-même. En fait, on avait rassemblé les deux, le dépôt légal et les archives. Et puis, comme on est allé plus loin, on s'est dit, en fait, une photo, c'est un contenu. Il a un événement de prise de vue. En fait, un livre, c'est un contenu. Il a un événement de publication. Et puis, en fait, un hashtag Twitter, c'est un contenu. Et il a des événements de mise en ligne. Et puis, le dernier, le support. Évidemment, séparé du contenu et de l'événement, sachant qu'il est le produit d'un événement. Si on fait de la captation, le support, il est issu de l'événement de diffusion. Si on s'occupe de ce que nous on appelle le clean, c'est-à-dire de ce qui sort des bancs de montage, c'est l'événement de production. Si c'est issu d'une captation à l'opéra, eh bien c'est relié à l'événement d'enregistrement. Donc on a essayé comme ça de penser. Et en fait, tout notre modèle tourne autour de ces 3 entités. Ensuite, l'autre difficulté, c'est d'essayer de modéliser la description. Comment on décrit en fait ces entités? En 2 manières différentes. Et c'est vrai pour tous les modèles. Soit vous avez du texte libre,
du titre, des résumés. Chez nous, on a un truc qui s'appelle le dispositif, ou les séquences. Puis on a un truc qui s'appelle résumé producteur, résumé diffuseur, chapeau, etc., etc., etc. Et puis demain, je suis à peu près sûr qu'un nouveau type de texte, on en a fait un la semaine dernière, sommaire. On s'est dit, tiens, on va en réinventer un nouveau type de texte. Et il y en aura d'autres demain, c'est normal. Et puis des données contrôlées. En fait, ce qu'on a modélisé, c'est ça. C'est j'ai du texte libre et des données contrôlées. Tout le reste, en fait, c'est des typologies. Alors j'essaie de résumer la situation. J'ai un contenu. Ça peut être une image, ça peut être un programme. J'ai combien de temps encore? Ah, ça va. Je vais pouvoir prendre le temps. J'ai un programme. J'ai un programme radio, j'ai un programme télé. J'ai un livre. J'ai un contenu. Ce contenu, il peut être décrit soit par du texte, et le texte est lui-même un objet. Et pourquoi c'est un objet? Parce que du coup, on va pouvoir exprimer des choses sur cet objet. On va pouvoir dire il est de tel type, il a telle langue, et puis il est de telle provenance. Et du coup, je règle mon problème. Je règle mon problème de généricité, je règle mon problème de provenance, et du coup, mon modèle s'adapte au fur et à mesure. Et puis, l'autre, c'est des concepts, des données contrôlées. Mon contenu peut être relié à des données contrôlées, des référentiels, différents types de référentiels. Vous avez un nouveau type de relation, le type de relation lui-même est un référentiel. Donc j'adapte automatiquement mon système, il est générique, et il s'adapte au fur et à mesure. Mon contenu est relié à des événements, eux-mêmes décrits par du texte libre ou des concepts. Reliés au matériel, au support, décrits par du texte libre et des concepts. Il y a d'autres entités qui tournent autour, je ne vais pas faire le détail, mais c'est le même principe à chaque fois. À chaque fois qu'on raccroche une nouvelle entité, on discute énormément sur pourquoi on créerait une nouvelle entité à l'intérieur de notre système, puisqu'il est très générique. Normalement, on ne devrait pas avoir à créer une nouvelle entité. Des fois, ça nous arrive quand même. Mais c'est au prix de nombreuses discussions. Est-ce que c'est une instance? Oui, non. Est-ce que c'est un événement? Oui, non. Et si ce n'est pas tout ça, alors, tout d'un coup, on décide. Le modèle des concepts. Alors, on est reparti de la norme ISO des thésaurus. Je l'ai mis s'il y avait certaines personnes dans la salle qui sont spécialisées sur les thésaurus, donc la 25964. Mais grosso modo, c'est le même principe. Un concept, il est lui-même décrit par du texte libre et par des concepts. Il est lié à un référentiel, pareil, texte libre, concept, et on peut décrire des événements attachés à ces concepts, idem, texte libre et concept. Les textes, puisque c'est un objet, ils ont donc une modélisation. La valeur, évidemment, ça paraît évident. Mon texte a une valeur, le texte lui-même, mais il a des renseignements. Sa langue, et enfin on gère le multilinguisme à l'intérieur de nos systèmes, c'est-à-dire on ne crée pas une deuxième notice en anglais et qu'on relie à la notice en français. C'est pas normal. On a une seule instance, on n'a qu'un contenu. C'est pas le contenu lui-même qui est en français ou en anglais, c'est la description. Donc ça ne sert à rien de créer deux notices. On a un seul programme. Et on a deux textes, un texte en français, un texte en anglais. Ou en espagnol. Des concepts qui nous permettent de dire le type, c'est un titre, c'est un résumé, etc. Et demain, ce référentiel des types, c'est pas moi qui le gère, c'est pas moi au niveau technique qui le gère, c'est géré par les professionnels eux-mêmes. S'ils veulent rajouter un type, ils rajoutent un type. Le système s'adapte. Et enfin, la provenance. Externe ou interne. Interne parce que comme je vais migrer les données des différentes bases et je vais les mettre dans une seule base, il faut que je sache que cette valeur-là, elle vient de telle base et cette valeur-là, elle vient de telle base. Et si je fusionne les deux, parce que c'est la même donnée dans les deux bases, il faut que je dise qu'elles viennent d'un côté et de l'autre. Et c'est essentiel
Parce que, évidemment, les systèmes qui aujourd'hui utilisent les données d'un côté ou les données de l'autre ont besoin de savoir et on a besoin de pouvoir flécher les informations. Alors bien sûr, demain, ils vont reprendre au fur et à mesure et harmoniser. Comme on aura un seul système, on n'aura plus qu'une seule provenance, demain. Mais en attendant, nous, on n'a pas pris la responsabilité de savoir s'il y avait une donnée qui était meilleure qu'une autre. En réalité, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Elles ont juste été créées pour des raisons différentes. Il fallait garder ces raisons différentes. En réalité, demain, il y aura toujours cette dichotomie. Mais on ne la pensera plus en termes de lieu de base de données, mais en termes d'usage. Cette information-là, on la pense pour l'usage patrimonial. Cette information-là, on la pense pour l'usage commercial. Et là, on ne parlera plus de archives et dépôts légaux, mais simplement de données et d'usage. Alors, maintenant que je vous ai expliqué la théorie, le modèle. Parce que si on parle de modèle de données, que je ne montre pas un petit UML, ça ne va pas du tout. Et surtout la terminologie. Et à un moment donné, il a fallu se mettre d'accord sur la terminologie. Et quand vous vous mettez d'accord sur la terminologie et que vous avez des systèmes à fusionner, l'objectif, c'est absolument pas de prendre la terminologie d'un des deux systèmes. Parce que, évidemment, ça voudrait dire que vous avez privilégié un système plutôt que l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous vous dites, on s'est inspiré de ces fameux modèles qui existent, ça serait bien de récupérer la terminologie de ces fameux modèles. Et comme quand on a commencé, on avait l'œuvre, et que quand même BibFrame, ça correspondait assez bien à ce qu'on avait, on a récupéré la terminologie de BibFrame. Et donc notre contenu, on l'a appelé instance. Pourquoi? Parce que dans BibFrame, c'est l'instanciation d'une œuvre. Ça nous allait bien, ça permettait d'aller à tout ce qu'il y a dans nos collections, et du coup on est parti là-dessus. Au bout de quelques mois, on s'est aperçu que le niveau œuvre, il fallait qu'on l'enlève. Il fera son retour à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'instant, il n'est plus là. On n'a pas enlevé la terminologie instance, on l'a gardée, parce qu'on avait déjà commencé à travailler autour de cette terminologie-là. Donc on a une instance. Une instance peut être elle-même liée à d'autres instances. Cette instance, elle est liée à des événements, qui eux-mêmes peuvent être liés ensemble, puisque l'événement de diffusion d'un sujet de JT, c'est un sous-événement de l'événement de diffusion d'un JT lui-même, qui est relié au matériel. Vous reconnaissez là, item, terminologie FRBR, qu'on a gardé. Ensuite, le texte, qui peut être de différentes natures. Alors j'en ai mis quelques-uns ici. Les chiffres, chiffres d'audience par exemple, des titres, des annotations textuelles, les résumés, et puis les identifiants. Mais pas les identifiants techniques, les identifiants externes que je récupère à l'extérieur, les anciens identifiants internes, parce qu'évidemment, maintenant qu'on a tout cassé, il faut qu'on réidentifie tout. Sauf que pas question de perdre les anciens identifiants. Donc il a fallu récupérer tous les anciens identifiants. Mais ça, c'est de la métadonnée, c'est plus technique maintenant. Donc c'est un texte. L'avantage, c'est que du coup, on peut gérer la typologie des identifiants et puis la provenance. Il vient de France Télévisions, il vient de TF1, il vient de tel endroit. Aujourd'hui, dans notre système, on a une colonne qui s'appelle Refext, référence extérieure. Et quand vous voulez savoir la provenance, c'est... Alors, attends, bouge pas. Il vient d'où, en fait, cet identifiant? Parce que s'il vient de France Télévisions, alors peut-être que c'est la provenance France Télévisions. Mais si la donnée vient du Parisien, ça doit être un identifiant du Parisien, etc., etc., etc. En fait, on ne s'en sort pas. Là, on a réexpliqué, rendu explicite toutes les informations de provenance et de traçabilité à l'intérieur de notre système, pour être capable, ensuite, de tracer à chaque fois le système. Les concepts, avec, pour les concepts, des labels, des étiquettes, des vedettes, ça dépend d'où vous venez, forme rejetée, forme vedette, forme rejetée, etc., qui sont eux-mêmes des types de textes. Et puis ensuite, on a 3 manières de relier notre instance, notre contenu au concept, alors qu'ils sont des petites particularités de l'INA. On a le générique. Ça, c'est pour décrire un programme, on parle de générique. On a des descripteurs, ça vous connaissez. Et puis, on a des relations
qui nous relient à des référentiels X ou Y, les genres, les thématiques, les couleurs, les langues et autres. Les événements sont reliés à un type de concept un petit peu particulier qu'on appelle les agents, qui correspondent par exemple aux chaînes de télé, aux producteurs, qu'on n'a pas considérés de la même manière que les concepts. Ensuite, il a fallu gérer aussi un certain nombre de choses autour de nos matériels, la filiation, pour dire tel matériel est issu de tel matériel, et puis des regroupements, parce que jusqu'à maintenant, quand les supports physiques nous arrivaient, ils arrivaient regroupés, et du coup, cette mémoire du regroupement, il faut la conserver. Et puis ensuite, on a ce qu'on a appelé les activités. Les activités, c'est à chaque fois que je décris quelque chose à l'intérieur de ces 3 grandes entités, je crée une activité. Ça veut dire que je log, j'historicise l'ensemble des modifications qui sont faites à l'intérieur de mon système. Et enfin, on a l'agrégation qui est la création d'un ensemble d'instances, par exemple, ce qu'on appelle les corpus documentaires au sein de l'INA, qui sont des choix qui sont faits par l'INA pour organiser sa collection. C'est très différent d'une collection au sens une série, par exemple, qui lui est une instance, puisque c'est intellectuel, externe. Là, les agrégations, c'est interne pour les besoins du système. Dernière entité, ce qu'on appelle le segment, c'est ce qui nous permet de déterminer des extraits à l'intérieur d'un programme télé, calculés sur la base d'un matériel. Normalement, avec ça, on est armé. La majeure partie de ce modèle a été mis en place il y a 3 ans, et on fait la migration depuis 3 ans. Et c'est pas pour dire il est génial, mais on n'a jamais touché au modèle depuis qu'on a commencé la migration. Oui, aux marges, mais l'essentiel n'a jamais bougé. Donc ça veut dire qu'il est suffisamment générique, souple, pour pouvoir travailler. Ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a mis en place ce modèle, il faut bien avoir en tête que c'est un modèle conceptuel. Ce que je vous ai présenté ici, ce n'est pas une ontologie RDF et puis je fais du web sémantique derrière. C'est bien un modèle conceptuel. Ça veut dire que derrière, il va se traduire de différentes manières. On va avoir une base de données relationnelle. C'est ce que vous voyez à gauche. C'est la structure de la base de données relationnelle qui est issue de ce modèle conceptuel. On va avoir une structure JSON ou XML pour pouvoir échanger des données dans des web services ou pour pouvoir stocker des données à l'intérieur de notre base de données documents. Et puis, on va avoir aussi une vision à travers un moteur de recherche. Tout ça, c'est des manières de voir le même modèle conceptuel. Finalement, c'est un cadre, notre modèle conceptuel. Ce n'est pas une obligation, c'est un cadre. C'est un cadre qui nous aide à garantir cette cohérence globale. C'est un cadre qui va nous aider demain à accueillir toutes nos données différentes à l'intérieur de notre système. Parce que finalement, on va réussir à aussi faire rentrer les données juridiques, les données commerciales. Il y aura certainement des entités à ajouter, des choses à faire, mais on va pouvoir remettre en cohérence. On a les moyens de le faire. Un point important, on a les moyens de le faire aussi parce que ce qu'on a modélisé, et vous le voyez bien, c'est pas la description, c'est bien l'objet. Donc tout tourne autour de l'objet lui-même. Bon, une fois qu'on a eu mis ça en place et qu'on était très content parce que c'était très joli sur le papier, il a fallu se confronter à la réalité du terrain et mettre en place la migration. Ça fait 3 ans effectivement qu'on travaille sur cette migration. Ça a été assez compliqué de savoir comment on allait travailler sur cette migration. On a commencé le travail de la migration, on a fait 3 mois d'atelier où on sortait tous d'atelier en se disant mais comment on va faire? On tournait en rond. Pourquoi? Parce que la logique, quand je demandais au métier, alors comment on va faire? Oui, alors tu comprends, entre telle date et telle date, on a tel problème. Oui, mais entre telle date et telle date, on a fait différemment des autres. Et c'est logique. Par ailleurs, comment demander à des gens de se projeter dans un modèle avec lequel ils n'ont jamais travaillé? En fait, c'est compliqué. Tu ne le sais pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, c'est facile pour le groupe. Aujourd'hui, j'arrive en réunion, je dis voilà, telle entité, on a un problème, tout le monde n'avait pas de problème. Mais quand on a commencé, on ne savait pas comment faire. Alors, on a travaillé par itération. On a ouvert les données, on a regardé les données du côté technique,
On a essayé côté technique, côté DSI, de comprendre la logique de ce qu'on voyait dans les données, pas de ce que nous disait le métier, mais de ce qu'on voyait dans les données. À partir de la logique de ce qu'on voyait dans les données, on a déterminé des règles qui ne sont pas du tout des règles métiers. Ensuite, on revient, on dit, bah voilà, on a trouvé ça, on a fait ci, comme ça, et là, ah ok, ah oui, c'est vrai, ça y est, et on reboucle ensemble. Et on continue et on itère comme ça. Et on avance au fur et à mesure. C'est long parce qu'évidemment, il faut remettre en cohérence 50 ans de données et de métadonnées de l'INA. Alors, le résultat. Je vais vous prendre un petit exemple autour de Maigret pour que vous compreniez un petit peu le travail qu'on a pu faire dans la migration. J'ai un titre d'épisode qui est « Brouillard au pont de Brie », dans un titre de collection qui est « Les enquêtes du commissaire Maigret ». Il y a un générique, c'est Claude Barma qui l'a réalisé, et on a un résumé. On sait qu'il a été diffusé en 1967. À partir de là, il faut que je sache ce qu'est l'événement et ce qu'est l'instance. Là, c'est facile, le contenu, l'instance, c'est tout ce qui concerne ici en haut, et l'événement, il est à cet endroit-là. Là où ça se complique, c'est que, en l'occurrence, Maigret, ils se sont amusés à refaire les mêmes épisodes avec Bruno Kremer qu'ils avaient fait avec Jean Richard. Donc, il y a un moment donné, il a fallu qu'on dédoublonne. Donc là, il a fallu qu'on détermine des critères pour dédoublonner. Brouillard au pont de Brie, manque de bol, c'est le même titre. J'en ai un autre parce que comme je suis côté dépôt légal, à chaque fois qu'il y a une diffusion, on a une notice qui a été créée. Brouillard au pont de Brie, 3e. 4e, parce qu'il y a des rediffusions quand même. Brouillard au pont de Brie, 4e. Ensuite, on a regardé les titres collection, parce que le titre propre, ça suffit pas. Maigret, ah, il y a Anguille sous roche, c'est pas le même titre collection. Tout va bien, il y a un nom de réalisateur. En fait, c'est pas le même. Ok, ça veut dire que c'est pas le même épisode. Bon, le résumé est à peu près pareil. Par contre, la date de diffusion, pas du tout. Donc, ce n'est pas le même contenu. Ok, par contre, là, on a bien un événement de diffusion. Qu'en est-il pour mes autres rediffusions? Est-ce que c'était une rediffusion du premier ou du deuxième? Non, parce que c'est trop facile, vous comprenez. Qu'on diffuse celui de Bruno Kremer sur Série Club ou que sais-je, alors qu'on rediffuse celui avec Jean Richard sur Série Club ou sur, je sais, Canal Jimmy, et on vous rediffuse l'autre avec France Télévisions. Les logiques de diffusion des chaînes, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a un titre collection, c'est le même. Il y a un générique, c'est le même. Il y a un résumé, c'est pas exactement le même. Et il est à une autre date de diffusion. Évidemment, ce qu'on a fait, c'est que on n'a pas créé deux contenus. On en a bien créé un seul. On a enlevé tout ce qui était commun. Ça ne sert à rien de répéter. Par contre, dès qu'il y avait des changements, on a gardé. Du coup, j'ai plus un seul résumé, mais deux résumés. Et j'additionne au fur et à mesure. Parce que moi, je ne suis pas capable de choisir automatiquement. Même chose sur l'autre, sauf qu'il n'y avait pas de générique, il n'y avait pas de résumé. On prend le risque? Allez, on prend le risque, parce que sinon, on va avoir des soucis, ensuite, avoir trop de choses à gérer. Donc on a pris le risque, en l'occurrence pour ce cas-là. Il y a plein d'autres cas où on n'a absolument pas pris le risque. Et là, on a rassemblé les 3 dates de diffusion. Et du coup, quand je vous disais on a 60 millions de notices au départ, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, sauf quand on aura fini la migration, ce qu'il en reste. Et donc, ça sera la surprise à la fin de la migration. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup pour cette présentation, je pense extrêmement riche. Je pense qu'on a besoin, je pense, tous de la digérer et de la mûrir. En plus, tu es resté sur l'heure, alors que j'avais accordé 10 minutes de plus, une heure, donc parfait. Je vais laisser la parole à la salle s'il y a des questions. Ils sont assommés, en fait. Sinon, j'en ai quelques-unes. Bonjour, merci beaucoup. Je pose cette question, mais j'y connais absolument rien en sécurité informatique. Mais quand vous dites que vous mettez tout ensemble, je me demande si ça pose des questions, des problèmes de sécurité. Voilà.
Pas plus que si elles étaient séparées. Je dirais même peut-être moins, en fait. Alors après, il y a sécurité et sécurité. La question c'est, est-ce que c'est un problème de backup, ou de sauvegarde? Est-ce que c'est un problème d'intrusion à l'intérieur du système d'information, etc. Bon, vous imaginez bien que quand vous mettez en place un système technique dans lequel vous mettez toutes les données, j'ai le RSSI qui est au pied de ma porte et qui fait le pied de grue en me disant « T'as fait attention à la sécurité ?» Donc malgré tout, on a quand même eu une attention tout à fait particulière à la sécurité. Ça, c'est le premier point et la première réponse. En revanche, pour tout ce qui va être plan de secours, ce qu'on appelle le plan de secours informatique, backup, le fait d'avoir centralisé, ça va largement nous simplifier la vie. Parce qu'aujourd'hui, les plans de secours informatiques, ce qu'on appelle les plans de reprise d'activité, dans des grosses institutions comme les nôtres, on est obligé de mettre en place des plans de reprise d'activité. Quand vous avez X bases de données séparées, alimentées de différentes manières, qu'il faut aller répliquer sur 2 sites, avec des systèmes qui prennent le pas l'un sur l'autre, bah, c'est beaucoup plus facile si vous avez un système qui est déjà pensé sur les 2 sites, comme le nôtre, qui a déjà été pensé pour basculer de l'un à l'autre dès le départ, alors que quand on a créé nos systèmes d'information, au fur et à mesure, on n'a pas forcément pensé à ces questions-là. Donc je dirais que l'infrastructure technique, le fait d'avoir centralisé, nous a simplifié la vie aujourd'hui sur les problématiques de sécurité. Après, les problématiques d'intrusion, bon, oui, s'il réussit à remonter jusque-là, mais honnêtement, du coup, c'est extrêmement sécurisé. S'il remonte jusque-là, il aura accès à tout, alors qu'il aura eu accès à une partie, il aurait fallu qu'il fouille avant. Alors, je lui souhaite bien du courage pour aller faire joujou avec nos métadonnées quand il n'y connaît rien. Déjà, quand il va arriver, il va falloir qu'il comprenne le modèle et il risque d'y passer un petit peu de temps. Il y a une chose qui n'est pas dite. Dans le light de données, il n'y a pas les fichiers. Il y a uniquement les métadonnées. Les fichiers sont ailleurs. Bonjour, Abdel Sermonté. J'arrive à vous poser une question sur la question de la standardisation de votre modèle de données. C'est-à-dire que c'est un modèle qui n'est pas finalement standard, parce qu'il est propre à l'INA. Tout à fait. Et c'est quand même un choix qui est assez différent de ce qui se fait ailleurs, à la BNF ou dans les bibliothèques. Et comment ça va, vous allez gérer cette partie? Je vais vous répondre très simplement. La BNF est dans un réseau qui connaît très bien les standards. C'est des bibliothèques qui fonctionnent comme ça depuis 40 ans et elles fonctionnent entre bibliothèques. Maintenant, si vous allez interroger la BNF, elle commence à avoir des partenaires qui n'utilisent pas Marc. Les éditeurs utilisent Onyx. Là, ils vont commencer à gérer le dépôt légal de Spotify, Deezer, Netflix. Ces gens-là, je peux vous jurer, ils n'en ont rien à faire de Marc. Moi, à l'INA, je suis arrivé très naïf, comme vous, en me disant « Quand même, il n'y a pas de standard, ça va pas du tout, machin. » On m'a dit « Oui, mais bon, regarde. » J'ai regardé. Mes partenaires, c'est TF1, France Télévisions, Médiamétrie, Plurimédia, Kantar Média. Ces gens-là, ils s'en fichent de moi. Ils n'ont pas besoin de moi pour vivre. S'ils veulent utiliser leur propre modèle et leurs propres standards, ils utilisent leur propre modèle et leurs propres standards. C'est à moi de m'adapter pour eux si je veux récupérer leurs données. Aujourd'hui, le problème de l'interopérabilité, ce n'est pas un problème d'interopérabilité des données, c'est un problème d'interopérabilité des systèmes. Donc, où on positionne l'interopérabilité? On le positionne au niveau des données ou on le positionne au niveau des systèmes? Le choix qu'on a fait à l'INA, c'est de le positionner au niveau des systèmes. Si vous voulez qu'on discute avec vous et on vous fait le format que vous voulez, on vous le fera le format que vous voulez. Ce que je vous ai montré, c'est notre format interne. On ne demande pas aux gens de l'utiliser. S'il y a des gens qui veulent le réutiliser parce qu'ils le trouvent intéressant, moi, j'ai pas de problème. C'est un format qui est largement, vous avez vu, inspiré de différentes choses. Si vous regardez le format, j'en ai pas parlé, mais si vous regardez le modèle ad hoc du ministère de la Culture, peu ou prou, il ressemble à peu près à des choses assez proches par rapport à ça. Mais c'est notre format interne.
C'est pas le format qu'on expose à l'extérieur. S'il faut qu'on aille faire de l'interopérabilité avec la BNF, on exposera de l'interopérabilité à la BNF. S'il faut que demain j'expose en ligne data en RDF, j'exposerai demain en ligne data en RDF. Mon problème, il n'est pas là. J'ai un modèle conceptuel, je l'adapte et je le fais par rapport à ce que vous voulez. Par contre, mon modèle de production, ce que j'ai à l'intérieur de mes données, ça c'est notre problème, c'est notre façon de gérer les choses par rapport à nos problématiques. En réalité, je vais vous dire, même dans les bibliothèques, allez voir les zones particulières à chacune des bibliothèques, les zones 900 qui sont particulières à chacune des bibliothèques. Parce que en réalité, en vrai de vrai, en fait, on fait tous notre sauce. Mais c'est logique, en fait. Et qu'est-ce qu'on crée ensuite? De l'interopérabilité de système. Je ne dis pas que c'est mal. Entendons-nous bien. Moi aussi, mon côté naïf et ouvrons les choses me dit il faudrait qu'on ait une interopérabilité au niveau des données. Mais ça ne marche juste pas. Donc, je ne vais pas aller me mettre des bâtons dans les roues en m'obligeant à utiliser un système et un modèle qui ne me convient pas parce que j'ai des particularités à l'intérieur de mon système, parce que c'est un modèle de production, au prétexte que peut-être que pour exposer les données, il va falloir que j'utilise tel ou tel modèle. Ce qui ne veut pas pour autant dire que j'ai nié ces modèles, comme je vous l'ai montré. Je m'en suis servi comme cadre de référence, comme façon de penser les choses. Parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi, ça ne servait à rien de réinventer la roue. En même temps, on avait des particularités qui nous obligeaient à faire en sorte d'avoir une cohérence dans nos données et dans notre modèle de données. Je suis un peu radical sur la question. Mais vraiment, je pensais comme vous en arrivant à l'INA. La première chose que j'ai dit, c'est dingue, quoi. Vous avez 50 formats en entrée, quoi. C'est hallucinant. Comment vous pouvez pas aller voir les gens en leur disant on utilise, voilà mon format, quoi. Puis après on m'a dit ah oui, viens avec moi voir TF1. Je fais ah oui non mais non ça va pas marcher. Bonsoir, j'avais une question sur l'interopérabilité, mais du coup on y a répondu. Et j'en avais une autre sur la question de la gouvernance de la donnée. Qui va un peu avec. Du coup, tu en as parlé un tout petit peu sur le fait qu'il fallait mettre en place cette gouvernance-là avec une expertise transverse autour. Ça va est-ce que ça se traduit déjà ou ça va se traduire comment, que ce soit en termes de processus, concrètement, etc. Et est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience de ces questions-là à travers le projet? Alors, la prise de conscience, elle existe. On a une chargée de mission au sein de la direction principale de l'INA, qui est la direction des collections, qui est chargé de cette question-là, plus globalement, de l'intégrité et de la qualité de nos données. Sous-entendu aussi la gouvernance et le travail autour de ce modèle, l'évolution de ce modèle, etc. Donc ça, c'est un premier pas. Ensuite, le deuxième pas qu'il va falloir qu'on fasse, c'est réintégrer les autres entités de la maison à l'intérieur de ce travail de gouvernance. Et ça arrivera, je pense, qu'à partir du moment où on aura intégré ces gens-là dans l'intérêt autour du modèle de données et autour de ces données-là. Tant qu'ils ne sont pas directement impactés, en fait, on peut aller les voir en leur disant « Tu sais, ça serait bien que tu t'y intéresses, mais en fait, c'est difficile. » Voilà. Ça, c'est la réponse, je dirais, la plus opérationnelle des choses. Et puis après, il y a une réponse politique, qui est que quand on parle gouvernance, on parle organisationnel au niveau directeur, et là, ça ne m'appartient pas. Si les directeurs, après, c'est aux directeurs de s'emparer de cette question-là. Ils en ont conscience. Après, c'est jamais simple, ce genre de choses. Question. Pour finir, je dirais que un des moyens de faire aujourd'hui, il nous semble, de prendre la question de la gouvernance, c'est qu'on va le prendre au niveau opérationnel. Et ensuite, on va le remonter. On va le faire en bottom-up. Parce que si on le fait en top-down, en fait, on n'y arrivera pas. Donc, on essaie de le faire en bottom-up. Donc, par l'usage, par l'opérationnel, et on remonte. Ça devrait marcher. Il n'y a pas de raison. Ça va prendre du temps. Bonjour, merci. Comment vous avez... Parce qu'au début, vous avez parlé de la question du logiciel qu'on achète sur étagère, et voilà. Ce qui est, je pense, le cas dans beaucoup d'institutions. Comment vous avez géré vos relations avec le titulaire du marché? Est-ce que c'était un marché? Comment, avec la société les développeurs, quoi. Comment vous avez parlé avec les développeurs? J'ai pas un marché. Alors,
comment vous dire, je ne voulais pas rentrer dans les détails parce que les projets, enfin c'est pas un projet, c'est plusieurs projets qui sont en parallèle. Globalement, tout ce qui concerne les données est dans un accord cadre, dans un seul accord cadre. Okay. Au sein de cet accord cadre, on fait des marchés subséquents pour pouvoir ensuite gérer les différentes étapes de la migration. Il n'y a eu aucun prestataire qui s'est mêlé de la modélisation, aussi bien côté MOE que côté MOA. Ça a été une règle qu'on s'est mis entre nous, et honnêtement, je pense qu'on ne s'en porte pas plus mal, parce que le gros problème qu'on a si on fait rentrer des prestataires dans cette partie-là, c'est que comme ils changent, et c'est normal, tous les 6 mois, on est rebond pour leur refaire une explication. Et eux, ils en ont pour 2 mois à rentrer à l'intérieur de notre groupe. Rentrer dans notre petit groupe de travail là, toutes les semaines, aujourd'hui, c'est pas simple. On a une personne qui vient d'arriver là. Elle est de la maison, et heureusement, parce que sinon, elle aurait énormément de mal à suivre ce qui se dit. Il y a un jargon qui s'est créé entre nous, des façons de voir, on sait les marottes des uns et des autres, on sait ce qui va pas aller, on sait là où ça va coincer. Donc on a fait le choix de ne pas faire rentrer dans tout ce qui est modélisation, tout ce qui est règles de migration, les prestataires. Ensuite, j'ai des prestataires qui réalisent la migration. Ces prestataires, je les pilote directement dans un mécanisme où, au fur et à mesure, en agile ou en pseudo-agile, on fait les règles et on avance. Mais du coup, c'est moi qui fais le lien entre les deux, c'est-à-dire entre le métier et eux. Là, il s'avère que j'ai une prestataire qui est là depuis 1 an et qui va rester encore 1 an. Là, je lui ai ouvert la porte. On lui a ouvert la porte parce qu'on voyait qu'elle était capable de comprendre ce dont on était en train de parler. Globalement, un développeur, gérer une migration de données documentaires sur des données aussi particulières, quand il vient de grandes sociétés de services, c'est pas ce que c'est. Vous pouvez lui montrer, il ne sait absolument pas ce que c'est. Donc, il faut prendre ces gens-là avec leurs compétences, à savoir, ils sont capables de développer des systèmes de migration. Donc, vous leur parlez, ok, tu développes ça, X, Y et Z. Par contre, n'oublie pas Z, parce qu'il ne va pas développer Z. Il va l'oublier, n'est-ce pas? Ça nous arrive toutes les semaines. Oui, mais tu m'as pas dit que. Voilà. Et c'est comme ça que ça marche. Donc sur cette partie-là, j'ai pas du tout de. Les rapports sont très limités. On n'a pas le choix. Honnêtement, je vois pas d'autre façon de faire. Donc ça veut dire aussi, je vais faire un peu de pub. Ça veut dire aussi qu'il faut que dans les DSI ou dans vos organisations, vous ayez des profils un peu bizarres là, qui sont capables d'aller faire à la fois discuter avec les informaticiens et avec le métier. Voilà, je sais pas, au hasard, des étudiants qui viennent de technologie numérique appliquée à l'histoire à l'école des Chartes, par exemple. Au hasard. Voilà. Mais c'est important, ces gens-là, ces personnes qui font le pont entre les deux. Moi, j'avais une question sur l'ouverture des données. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème de vos données et des sources d'où elles provenaient. Est-ce que l'INA s'engage malgré tout à ouvrir les données de ces bases de données à l'extérieur? Pourquoi on me pose sur des questions? Non, je vais répondre assez simplement en fait. On a une réponse très claire. Alors, on fait partie, enfin, on est un EPIC, donc la loi Le Maire s'applique pour nous aussi. Si ce n'est qu'on a 3 problèmes pour ouvrir les données. Vous avez le fait que les données sont sous droit, vous avez le secret industriel et commercial, et vous avez informatique et liberté. Le gros souci qu'on a à l'heure actuelle, même si là le décret qui vient de sortir va peut-être faciliter un certain nombre de choses, c'est que les seuls endroits où on est sûr que c'est nous qui avons fait les choses, entièrement, sans données qui viennent de l'extérieur, c'est tout ce qui est sujet de JT. Quand on dépouille les sujets de JT et qu'on fait un travail incroyable de description de ces sujets de JT, des descripteurs, des génériques, un petit chapeau pour chaque sujet de JT. Le problème, c'est que ces sujets, elles sont bourrées de données personnelles. Et que à partir du moment où on ouvrait ces données, nous, on ne se voyait pas d'aller biffer ces données et d'aller les anonymiser, parce que ça n'a aucun sens. Ça, c'est le premier point. Qui vient de sortir, le décret vient de sortir, donc on va réétudier la question.
Après, vous connaissez ce genre d'organisation. Il faut le temps que la direction juridique étudie les choses, regarde les choses. C'est pas moi qui choisis, hein, sinon il y a longtemps que ça sera en ligne. Et du coup, là, il faut qu'on regarde à ce niveau-là. Voilà. Donc, oui, il y a un décret qui est sorti il y a 2 mois, je crois, maintenant, côté pour les archivistes en particulier. Il faut qu'on étudie comment on rentre dans le cadre de ce décret pour pouvoir enfin libérer nos métadonnées. Oui, j'ai une question par rapport au nouveau modèle de données. Est-ce qu'on est à 100% dans de la reprise de données existantes ou est-ce qu'il y a eu un besoin, ou est-ce qu'il y aura un besoin de créer des données ad hoc pour faire fonctionner ce modèle de la meilleure manière possible? Alors, créer des données, non. Enfin, non. Oui et non. Oui, on a créé des référentiels. Voilà. Donc, on a créé le référentiel des typologies de texte, on a créé les référentiels de provenance, type de provenance, on a créé les référentiels de... voilà, on a revu des référentiels, bon, ça oui. Par contre, on a nettoyé les données. Ça oui, c'est un chantier énorme. Ça a fait apparaître au sein de nos données des données qui étaient ce qu'elles sont. C'est-à-dire le résultat de 50 ans de travail avec des gens qui travaillent 5 jours sur 7, 8 heures par jour à travailler sur les données. Donc oui, il y a des erreurs, c'est normal, c'est logique. Donc il y a des erreurs qu'on a pu prendre en compte dans la migration et on essaye au maximum de prendre en compte ces erreurs dans la migration. Puis il y a des erreurs qu'on ne peut pas faire sans. Donc là, il faut absolument corriger. Il y en a très peu, on évite. Et puis il y a les erreurs de, si tu migres comme ça, ça sera comme ça. Et puis si tu corriges, ça sera beaucoup mieux et on corrigera un truc. Et le choix qu'a fait la direction des collections, c'est d'essayer au maximum de corriger les données avant que ça aille dans le nouveau système. Parce qu'évidemment, la réflexion derrière, c'est une fois que ce sera dans le nouveau système, en fait, on va être pris par le quotidien et on ne changera jamais. Donc on essaye de le faire. Le fait d'utiliser un modèle comme ça proche d'une ontologie, ça n'a pas fait émerger le besoin d'une informatique qui n'aurait pas été pensée? Non. Non. Après, c'est pour ça que la migration dure 3 ans, hein, c'est possible, hein, mais non. Non, on a réussi systématiquement à faire rentrer les données. Non, j'ai pas de données particulières qu'on a créées, non. Moi, j'avais une question sur la souplesse vs la stabilité Du système. Et du coup, forcément du modèle conceptuel aussi derrière, je suppose. Justement, est-ce que ça existe un modèle conceptuel qu'on peut modifier à volonté ou est-ce que c'est à travers les concepts qui sont exploités pour décrire la donnée que là, on a de la souplesse? Oui, c'est ça. C'est bien à travers les concepts qu'on a la souplesse. Donc, le modèle lui-même n'évolue pas. Par contre, l'instanciation du modèle évolue. Okay ? Donc, ça veut dire que quand vous prenez le modèle tout seul, en fait, vous pouvez rien en faire, quoi. C'est-à-dire que je vous donne la base de données. Si vous n'avez pas mis de référentiel à l'intérieur de la base, il fonctionne pas, ce modèle. Il faut que vous créiez des référentiels pour que tout d'un coup, ça puisse fonctionner à l'intérieur du système. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Donc ça veut dire que la gestion des référentiels va prendre une place considérable, puisque à travers la gestion des référentiels, c'est toute la gestion du modèle de données qui est tirée. Ils en ont conscience. Ouais, bien sûr. C'est l'objectif, c'est de leur donner le plus de pouvoir possible. Moi, je voulais plus prendre les responsabilités de excuse-moi, on pourrait créer une colonne dans la table Toto parce que tu comprends, on a un nouveau truc. Non, terminé, arrête, ça suffit, c'est pas mon problème de DSI de savoir s'il y a une nouvelle donnée qui arrive. Mon problème de DSI, c'est de te donner les moyens de travailler. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Je dis pas qu'on va réussir, il y a un jour, je suis sûr qu'on va avoir besoin de créer des choses. C'est évident, je veux dire, je me leurre pas. Mais par contre, on a essayé d'éviter au maximum cette problématique-là. L'autre chose, je voulais dire autre chose, mais bon, non, voilà, je pense que ça répond. Ah oui, sur la stabilité générale, ah oui, c'est ça. Après, évidemment, il faut que les interfaces soient adaptées. Donc maintenant, on est en train de créer les interfaces, maintenant qu'on a migré les données, machin, etc. On est en train de construire le logiciel là au-dessus. Et là, il faut que du coup, on pense des interfaces qui soient aussi génériques que le modèle. Ça va. Ça va. Non, ça va le faire. Non, ça va le faire. Après, la question, c'est est-ce qu'ils vont aller aussi loin que là où on est allé sur le modèle? Je crois pas.
Il y a un moment donné, ils vont couper des choses, ils vont remodéliser des choses, ils vont se dire, bon, bah, les photos, on va faire juste, je sais pas, une interface pour les photos, une interface pour les... Peut-être, je sais pas. Mais honnêtement, pour l'instant, de ce qu'on en voit, ça a l'air de fonctionner. Ah ben c'est pas moi qui gère les référentiels, c'est le métier. Ça, ils en ont conscience. Ils ont déjà une équipe qui gère les référentiels. Alors qui, à mon avis, par rapport à la place de la chose, il va avoir besoin de renfort. Bon, on n'en a pas parlé, mais tous les systèmes automatiques de génération automatique de métadonnées, de toute façon, ils ont besoin de référentiels. Donc la place du référentiel demain, quand je vous dis que le concept il est au centre du système, le concept, de toute façon, et les référentiels sont au centre du mécano. C'est comme ça qu'on a pensé les choses. Je crois que ça, c'est à peu près conscient de la part de tout le monde. Je vais poser moi une petite question. Vas-y, fais-toi plaisir quand même. Quand même, je prends le privilège. Tu as parlé d'outils de fouille de texte, de fouille de données, notamment pour les contenus texte que tu as bien évoqués. Parce qu'il y a une partie de l'INA avec pas mal d'équipes quand même de R&D, de recherche. Je sens que tu vois la question et que tu vas pas aimer peut-être ou pas. Non, la question avec les avancées quand même des computer vision et tout ça, de ce tagging non pas sur les textes mais directement sur les contenus visuels. Utiliser les contenus avec, on voit bien ce que fait Google, Facebook avec le deep learning pour la reconnaissance de boîtes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait partie des données automatisées dans ton schéma? Et est-ce que c'est déjà en cours de réflexion ou c'est en perspective de ça que vous avez pensé à ces données automatisées au-delà de la fouille de texte, mais sur le contenu visuel lui-même? Alors quand je parle de fouille de texte et de données, c'est tout, y compris l'image. Donc quand on a pensé le système, on a pensé à tout. Donc on a pensé aussi à la fouille d'images. Et donc on a commencé, une fois qu'on a eu stabilisé le système, une fois qu'on avait posé la techno, évidemment j'ai mon DSI qui est revenu me voir en me disant, bon, bah, maintenant qu'on a fait l'outil, que tu as remis les données d'équerre, que tu as posé ton infrastructure, il va peut-être falloir qu'on commence à générer de la donnée. Donc oui, on commence à travailler sur ce genre de questions. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Ce sera la dernière parce qu'il est déjà, je pense que ça a été une séance assez intense. Est-ce qu'il y a une dernière question? Pas de regret. Eh bien, merci vraiment, merci je pense, de la part de tout le monde pour ton intervention. Je rappelle qu'elle elle a été captée, elle sera diffusée cette semaine ou au début de semaine prochaine, si vous voulez la revoir pour rééclaircir certains points. Et j'en profite pour la séance du mois prochain où on aura le plaisir d'inviter notamment les personnes des Archives nationales et du Château de Versailles sur le projet Vespera, un projet de modélisation 3D. Merci à tous, excellente soirée.